bien, on se retrouve du coup pour ce deuxième devlog, enfin le deuxième vrai devlog en tout cas sur le Ho Shooter. Donc pour rappel, c'est le shooter que j'essaie de faire en réseau, parce que du coup je profite de la petite pause que j'ai en cours et parce que j'ai envie de me former tout simplement au développement de jeux en ligne. Avant de reprendre un peu et de revoir, enfin de voir ce qui a été fait, ce qui a été modifié, ce qui est nouveau, on va faire un petit truc et ce qui va faire que là le devlog va être vachement plus long que d'habitude. Déjà le dernier était à 8 minutes et quelques, là je sais pas combien de temps je vais mettre au montage en tout, mais celui-là il va être costaud, ok. Donc on va revoir pas mal de choses et je vais vous montrer et expliquer pas mal de choses en programmation. On va revoir plein de points. Donc je vais essayer de chapitrer la vidéo si je l'ai fait, si j'ai pas oublié entre temps. Ceux qui ont déjà programmé, qui savent à peu près comment ça marche, les langages typés, les langages bas niveau, la gestion de pointeurs, les références, qui comprennent un peu ce que c'est qu'Unreal, vous pouvez directement passer à la suite. Les autres, si vous voulez suivre et comprendre exactement ce qui se passe techniquement, même si j'essaie d'être le plus clair possible, je vous invite à rester là-dessus. Et ceux qui s'en foutent complètement, vous voulez juste voir ce qui s'est passé, allez à la suite, ce sera nettement plus simple aussi. Donc pour commencer, déjà commençons à la base de la base. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu ? Un moteur de jeu, en gros, c'est un logiciel qui contient déjà plein de fonctions mathématiques qui gèrent pas mal la relation géométrique, que ce soit 2D ou 3D, que ça soit aussi tout ce qui va être la gravité, la physique des éléments, les trucs comme ça. Tout est déjà compris dans le moteur. Donc là, pour l'instant, les trois moteurs les plus connus sur le marché, c'est Unity, Unreal et Godot. C'est les trois moteurs les plus utilisés, en tout cas les plus répandus sur le marché. Et après, il y a beaucoup de boîtes qui ont leur moteur custom. C'est notamment le cas de CD Projekt avec Red Engine, que Ubisoft avec Anvil ou Snowdrop, que plein de boîtes en fait. Ensuite, on m'a aussi demandé ce que c'était que le blueprint par rapport au devlog d'avant. Le blueprint, ça vient du mot anglais schéma ou plan, et en fait, c'est juste un moyen que Unreal nous propose pour coder, qui est globalement du nodal. Qu'est-ce que c'est que le nodal ? C'est au lieu de taper les lignes de code, comme je vous ai montré déjà et ce que moi je fais principalement, en fait, il nous propose de faire des nœuds qui contiennent eux du code derrière, mais vous vous en foutez si vous comprenez à peu près ce que ça fait. Et en reliant les nœuds les uns derrière les autres, vous arrivez à créer un algorithme. On peut très bien faire des jeux full blueprint. La preuve est que, par exemple, Clair Obscur, si je dis pas de la merde, est fait à genre 90% de blueprint. Il y a juste 2-3 trucs qui sont faits en C++ parce que c'est un peu plus petit, mais sinon globalement le gros du jeu est fait en blueprint. Mais bon, moi là du coup pour coder j'utilise pas trop le blueprint, je vais en avoir besoin, je vous expliquerai au fur et à mesure du temps pourquoi en fait j'ai besoin du blueprint sur Unreal. Mais j'utilise surtout un langage qui s'appelle le C++. Donc c'est un langage bas niveau. Bas niveau, ça veut dire qu'on est plus près de la machine, c'est moins human friendly, on va dire. On est plus près de la machine et surtout c'est un langage qui est typé. Et ça fait un gros boulot. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai montré le uint8. Le u, on s'en fout, c'était surtout le int8 qui est intéressant, et notamment le int. Le int, c'est un type qui veut dire integer. Ça veut dire que c'est un nombre entier. Il y a les floats pour les nombres à virgule, il y a les strings pour les chaînes de caractères, les arrays pour les tableaux. Enfin, il y a plein de types différents, mais globalement, il faut se dire qu'une variable a un type et elle ne peut pas être d'un autre, sauf cas exceptionnel. Donc, genre par des castes ou si on le transforme. Mais ça, on le verra plus tard. Mais d'ailleurs, je vous parle de variables, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une variable ? Alors, globalement, une variable, c'est comme en maths. Vraiment, c'est comme en maths. Le XY, c'est pareil. C'est une valeur, donc là, du coup, d'un certain type. Ça peut être un int, un float, un string, un array, ce qu'on veut. Et en gros, l'idée d'une variable, c'est que, comme son nom l'indique, la valeur peut varier, tout simplement. Ça peut être, par exemple, si on a un int, le int peut être égal à x, peut être égal à 5, peut être égal à 10, peut être égal à 1000. On ne sait pas, juste... Voilà, c'est un int, c'est une variable de type int. Ensuite, ce qui me permet de faire vraiment le code, le script, tous les trucs comme ça, c'est ce qu'on va appeler une méthode ou une fonction. Ça dépend des écoles dans lesquelles vous êtes, pas l'école scolaire, mais genre, ça dépend comment vous l'appelez ça, on s'en fout, c'est pareil. Une méthode ou une fonction, du coup, peut prendre des paramètres. Ces paramètres vont être des variables. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Mais ça va être des variables qu'on va pouvoir utiliser dans la fonction pour faire des traitements dessus. Comme par exemple ici, pour la fonction addition, ici je vais donner
une variable A et une variable B en entrée, et je vais additionner les deux et je vais retourner une variable C. Donc là, vous aurez vu du coup qu'on a une valeur de retour qui est de type int. Je vous expliquerai ça plus tard. Ça, pour l'instant, c'est pas grave. Et une fois que du coup, j'aurai stocké le résultat de ma fonction, je pourrais stocker et dire que C est égal à A plus B. Voilà. Allez, là, on a vu les choses un peu classiques, les trucs vraiment simples de la programmation, là, en tout cas, en C++. Donc, on va rentrer un peu dans le dur. Mais en vrai, on rentre un peu vénère dans le dur, mais je vous promets que c'est fine. Normalement, vous devriez tout comprendre. Le C++ est un langage c'est de la programmation orientée objet. Et là, je vais en perdre quelques-uns. Mais c'est pas grave, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vous promets que ça va le faire. En gros, l'orienté objet, ça se constitue autour de classes. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? C'est une entité qui va contenir des paramètres pour la définir. L'exemple le plus simple, c'est imaginons, je crée une classe car, donc une classe voiture. Cette voiture, elle va avoir une marque, elle va avoir un nombre de roues, elle va avoir une puissance, elle va avoir une forme, tout ça. Et à chaque fois que je vais vouloir créer une voiture, va falloir que je dise que là, par exemple, la marque c'est ça, le nombre de roues c'est ça, la forme c'est ça, la vitesse c'est ça, tout ça. Donc ça, c'est une classe. Et du coup, une fois qu'on a cette classe-là, on peut hériter de cette classe-là. Et c'est là que c'est cool. Imaginons que je veux faire, je sais pas moi, une classe Porsche 911 GT3 RS. Me posez pas la question pourquoi j'adore cette voiture. Ok? Me demandez pas pourquoi j'adore cette voiture. Mais du coup, si je veux créer cette classe-là, il va falloir que j'hérite de la classe car. Comme ça, je pourrais hériter de tout ce que la classe car a. Donc, de tous les paramètres de la classe, les fonctions, par exemple, si on a des fonctions en commun sur toutes les voitures, par exemple, toutes les voitures peuvent avancer, toutes les voitures peuvent reculer, toutes les voitures peuvent tourner. Et du coup, si je définis toutes ces fonctions-là dans la classe car, dans la classe Porsche 911 GT3 RS ou n'importe quoi, je pourrais y accéder et je pourrais les utiliser. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que ça veut dire et comment on l'utilise parce que je l'ai fait juste dans le projet et je vous expliquerai. En vrai, c'est très simple. Allez, on va un peu plus deep. C'est parti. Alors là, je garde un peu les soldats là. En programmation, il faut savoir qu'il y a deux types de mémoire qu'on va utiliser. Dans votre ordinateur, il y a deux types de mémoire aussi. Il y a la mémoire vive et la mémoire disque. On oublie ça et là maintenant on va parler de la stack et de la heap. La stack, c'est comme son nom l'indique, c'est une pile d'instructions qui va en gros définir vos appels de fonctions. Dans une fonction, on peut en appeler une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. On peut faire toute une pile comme ça et ça c'est ce qu'on appelle la stack. Du coup, pour ceux que ça intéresse, la pile c'est un type LIFO, je crois, c'est last in first out. Donc globalement, voilà un schéma. Imaginons que j'ai ma fonction main, là j'appelle en début de mon script, qui va appeler la fonction addition. Donc je vais reprendre la même fonction que tout à l'heure. Je vais faire la même chose, ici j'ai la main qui tourne et au-dessus de la stack, je vais avoir la fonction addition qui va se mettre. La fonction addition, elle va exécuter son taf et ensuite elle se barre de là. Ça veut dire que toute potentielle variable que j'ai déclarée dans la fonction n'existe plus parce que c'est sorti de la stack en fait. Toutes ces variables n'existent plus. Donc, tandis que la heap, elle, c'est une mémoire on va dire plutôt horizontale. Vu qu'on a la verticale, maintenant on a l'horizontale. La heap, c'est un peu différent parce qu'en fait la heap elle va aller enregistrer dans la mémoire de votre ordinateur. Donc c'est dans la mémoire vive, c'est juste la mémoire tant que le programme est lancé. Mais en gros, si vous stockez un truc dans la heap, vous pouvez y accéder n'importe où. N'importe où. Ça veut dire que même vous n'êtes plus dépendant de votre stack, vous n'êtes plus dépendant de votre fonction, vous n'êtes plus dépendant de quoi que ce soit, c'est stocké dans votre heap. Et ça, cette phrase-là me fait une transition parfaite pour ce qu'on va appeler les pointeurs. Et quand je parle de pointeurs, je parle ni de lui, mais je parle bien de ça. Les pointeurs, en gros, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher quelque chose dans la heap. Et donc, du coup, on va aller récupérer l'adresse mémoire. Une adresse mémoire, globalement, c'est juste un truc un peu pas trop compréhensible pour un humain, mais on s'en fout. Parce qu'en vrai, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'adresse mémoire, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Donc en C++, si je veux faire une variable int8, par exemple, on y revient, que je vais stocker dans ma mémoire, je vais, je sais pas, moi, l'appeler int8i est égal à quelque chose. Donc là, on va dire, par exemple, est égal à 5. Donc là, c'est la variable. Mais il suffit que je rajoute une petite étoile à côté du int, et ça devient
un pointeur. Ce pointeur, du coup, là, si on prend la HIP, on a dit que le pointeur prenait 8 bits sur la RAM. Donc ici, on va avoir un espace de 8 cases qui vont être utilisées par notre variable. Si plus tard dans notre code, on veut récupérer la variable, on va appeler i du coup. Sauf que i va nous donner l'adresse mémoire. Il va nous donner l'adresse mémoire du premier bit qui est utilisé. Et vu qu'un int 8, on sait que ça prend 8, on va prendre celui qu'on a target et les 7 derrière. Et du coup, on aura toute l'information. Si je veux accéder à la valeur de i, il faut que je fasse ça. Et là, je peux accéder à la valeur de i et pas à son adresse mémoire. Alors, on est un peu chanceux dans Unreal. On a des pointeurs intelligents. Ça veut dire que quand on va aller chercher le pointeur, on va pas avoir l'adresse mémoire, on va directement avoir le truc qu'il y a derrière. Parce qu'en vrai, on s'en tape un peu l'adresse mémoire. Alors là, les références, ça peut être un peu plus subtil, en tout cas sur Unreal, comment on va l'utiliser. Mais globalement, souvenez-vous, juste avant, je vous ai dit dans une fonction, toutes les variables qui sont passées dans la fonction, donc soit en paramètres, soit qu'on crée dedans, ça dégage après. Donc toutes les variables qu'on a créées dans une fonction, ça dégage. Donc là pour la fonction additionnée tout à l'heure, si je retournais pas, si je récupérais pas dans une variable le résultat de la fonction, l'addition était perdue en fait. C'est comme si on avait additionné pour rien. Alors du coup vient les références. Les références, on a juste à mettre le signe et là à côté d'une variable qu'on va mettre en paramètre. Et en gros, dès qu'on va toucher à cette variable, on va toucher aussi à la source de cette variable, à la vraie variable, pas juste celle qui est passée en paramètre. Parce que là, on fait référence à quelque chose. C'est pas juste on crée une variable à la volée, clac clac, et on modifie. Non, non, on fait référence à la vraie variable. Donc là, du coup, ça modifie quelques petits points. Je pense que vous pouvez vous en douter facilement, quoi. En gros, voilà globalement on devait voir au moins la base pour que vous puissiez comprendre correctement la suite des devlogs. Il y aura peut-être des points qui vont arriver par-ci par-là dans d'autres trucs, mais globalement là normalement vous êtes censé pouvoir comprendre beaucoup de trucs que j'ai fait et que je vais faire. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, m'envoyer un message sur Instagram, sur LinkedIn, sur GitHub. Il n'y a pas de messagerie sur GitHub. Après, sur GitHub, vous pouvez avoir accès à mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi que ce soit. Si vous voulez que je vous éclaircisse un truc, soit en MP, soit pour le prochain devlog, que je refasse un point, il n'y a pas de souci. Vraiment, dites-le moi. Si ça vous intéresse vraiment, au contraire, c'est cool. Déjà que ça vous intéresse. Et si vous posez des questions, au contraire, c'est bien pour moi d'y répondre. Comme ça, au moins, ça me permet de moi aussi réfléchir à comment ça marche, et être sûr que j'ai bien compris. Comme ça, je suis sûr de pouvoir vous l'expliquer derrière. Et bien, moi, ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on passe aux nouveautés. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait en une semaine? On passe au principal du devlog. On change de musique, tranquille. On change le mood et on y va à balle. Let's go. Alors, pour commencer, du coup, le principal, la dernière fois, je vous avais parlé de faire des armes pour le jeu. Et vu que maintenant, vous êtes des pros en la matière, que vous êtes des programmeurs acharnés, du coup, j'ai fait de l'héritage de classe. J'ai utilisé le fait d'avoir un langage en PO, donc en programmation orientée objet, pour faire de l'héritage. Donc, j'ai fait une classe weapon qui ressemble en gros à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans cette classe? Dans cette classe, on a encore un énum, parce que les énumes, c'est magique, qui me dit soit si je suis un rifle, soit si je suis un pistolet. Je pourrais mettre d'autres trucs, je pourrais mettre un knife, je pourrais mettre un sniper, je pourrais mettre ce que je veux, je pourrais mettre ma mère ici, ça marcherait, tu vois. Et cette classe, elle a aussi des propriétés. Donc elle a une collide box, un mesh, un point que j'ai pas placé sur les trucs, mais parce que j'ai juste pas encore fait la logique, mais en soi c'est good. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est ça. En gros, là, dans cette classe-là, je vais lui dire globalement, tu tires à telle distance, tu fais tant de dégâts et tu es une arme de ce type. Pourquoi en fait faire ça, c'est super intéressant parce que en blueprint, du coup, sur Unreal, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Ici, du coup, sur Unreal, là, dans le dossier Weapon, là, j'ai deux armes. J'ai le BP Rifle et le BP Pistol. Si j'ouvre le BP Rifle, par exemple, déjà, première chose, on voit que la classe parent, c'est la classe Weapon. Tiens, on me dirait que ça me rappelle un truc dont on vient juste de parler, en fait. Mais du coup, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est bon, déjà, ici, si je vais dans le viewport, j'ai ma collide box, comme je le dis dans le code. J'ai mon mesh, comme je dis dans le code. Pour l'instant, let's go, ça fonctionne. Mais du coup, ce qui est vachement pratique,
c'est que là, du coup, si je sélectionne l'objet de base et que je vais chercher les weapon properties, du coup, c'est comme ça que j'avais appelé les trucs. Ici, j'ai mon weapon range, mon damage et mon weapon type. Mon weapon type, là, on voit que c'est un rifle. Ma range, elle va jusqu'à 50 mètres. Et mes dégâts, j'en ai pas mis, mais par exemple, je pourrais imaginer, je sais pas moi, qu'il fait, on va dire 25 de dégâts. Ok, clac. J'enregistre, je compile et du coup c'est bon, moi là j'ai mon fusil en fait. Là j'ai mon fusil qui tire à 50 mètres, qui fait 25 de dégâts si je te touche et qui est un type fusil. Mais si je joue mon pistolet, j'ai la même chose, j'ai mon collide box, j'ai mon mesh et si je vais chercher ici mes weapon properties, il faut que j'apprenne à écrire. Voilà. Ici, mes weapon properties. Là, j'ai ma weapon range de 25. Mon damage, on va mettre par exemple 50. Et weapon type à pistol. Et ça, on l'a parce que lui aussi hérite de weapon. Donc en fait, la classe weapon va me permettre de faire autant d'armes que je veux. Je m'en fous. Si demain je veux faire un couteau, bah, je pourrais rajouter dans les nums le type knife. Et je lui mettrai une range, je sais pas moi, de genre 1 mètre. Même pas. C'est juste pour le fait que je tende mon bras. Et je pourrais lui mettre davantage de dégâts. Ça, c'est... On peut faire ce genre de choses. Grâce à la classe weapon qui gère tout ça. Puisqu'on parle d'armes, évidemment, la dernière fois, on avait vu que je crois que j'avais commencé à faire l'attaque. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez remarqué que l'attaque, en fait, je l'ai fait côté client. Or, pour rappel, on fait un jeu en réseau. Donc, le côté client, il n'est pas censé faire grand-chose, en fait. Donc là, je vais pas trop vous montrer le code, ça sert pas à grand-chose. Honnêtement, c'est un peu... Ça serait un peu violent. Mais du coup, j'avais tout fait côté client. La différence entre le serveur et le client, c'est que le client, c'est votre PC qui travaille. C'est vous qui travaillez, votre ordinateur, il fait tous les calculs, ça. Et c'est chiant en fait, c'est chiant parce que pour un jeu en réseau, il faut que ça soit répliqué. Donc il faut que le serveur, celui qui hoste la partie, soit au courant d'absolument tout ce qui se passe dans la partie. Sinon c'est mort. Sinon le problème c'est qu'il pourrait se passer un truc chez un joueur A qui va pas se passer chez un joueur B. Donc du coup ça peut créer un désavantage ou un avantage, un déséquilibre dans la game et c'est pas intéressant du tout. Donc du coup j'ai fait le code pour qu'il passe côté serveur. Donc j'ai d'abord fait la requête côté serveur. Donc le client dit au serveur j'attaque et ensuite le serveur vérifie déjà en premier si le client a le droit d'attaquer, donc s'il n'est pas mort, s'il n'est pas en train de reload, si il regarde aussi la distance à laquelle vous attaquez pour voir si vous n'êtes pas trop loin de votre point d'attaque pour éviter d'avoir des gens qui peuvent cheater, des trucs comme ça. Il y a d'autres vérifications que je vais mettre en place si elles me viennent en tête et d'autres vérifications, mais globalement c'est juste voilà, j'attaque, est-ce que j'ai le droit d'attaquer et si j'attaque, si j'ai le droit d'attaquer, alors j'attaque. Et là, le serveur va lancer, du coup, j'avais un doute là-dessus, mais au final, j'ai fait un line trace. Le line trace, c'est du coup, je le rappelle, un rayon virtuel qui part droit devant à une distance qu'on lui donne. Donc là, du coup, j'utilise la weapon range, d'où l'intérêt de la weapon range, et je regarde si je touche un truc. Si je touche quelque chose qui est de type personnage, donc qui est du type caractère, donc là c'est notre personnage, alors je lui inflige des dégâts et j'utilise la fonction reduce damage qui elle par contre n'est pas encore en réseau. Je sais, doucement, j'avance très doucement sur le projet mais j'avance sûrement. Et si c'est autre chose, alors j'ajoute ce qu'on appelle une décale et je crois que je vous en avais parlé. Une décale, c'est globalement quand vous, dans n'importe quel jeu de tir, que ce soit sur Valo, sur Call of, sur Battlefield, ce que vous voulez. Généralement, quand vous tirez dans un mur, vous avez un impact de balle qui s'affiche sur la surface sur laquelle vous venez de tirer. Ça, c'est pas un vrai impact de balle. On va pas modifier le mesh en temps réel, c'est chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une décale. Une décale, c'est une image qu'on va coller sur un mur, qu'on va coller sur un sol, qu'on va coller sur une boîte, sur ce que vous tirez, pour faire en sorte de montrer aux joueurs que vous venez de tirer dessus. Alors qu'en fait, en 3D, ça va pas bouger. On a juste plaqué une image dessus. Et du coup, pour ce faire, j'ai utilisé une classe que j'ai appelée Paint Decal. Ma classe Paint Decal, ici, elle a juste un Decal Component. Donc, c'est quelque chose que Unreal a déjà prévu, un composant qu'Unreal avait déjà fait pour afficher directement les décals en jeu. Et j'ai fait un tableau de texture du coup pour les décals. Mais alors pourquoi j'ai fait un tableau de texture? Le tableau de texture en fait c'est juste pour pas avoir la même décale tout le temps qui va s'afficher au mur. L'idée c'est d'avoir un tout petit peu de variation juste pour que quand la bille elle explose, parce que oui on fait du paintball, je l'ai pas précisé, c'est un jeu de paintball. Donc, en gros quand la bille
globalement elle explose, il faut qu'il y ait un splash de peinture. Et si vous avez tout le temps le même splash de peinture, c'est chiant. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un matériel. J'ai créé un matériel qui prend une texture et qui l'affiche tout simplement. Mais pourquoi j'ai créé ce matériel? Parce qu'en fait, le decal component a besoin d'un matériel à faire spawn, tout simplement. Et donc du coup, j'envoie ce decal matériel dans mon decal component. Et de ce matériel là, je modifie en temps réel, du coup, la décale texture. Et du coup, de la même manière que pour voir tout ce qu'il me faut sur la décale que pour les weapons, je vais regarder l'objet parent. Et ici, là, j'ai décal settings. Donc là, j'ai un tableau de décale. J'ai fait exprès de prendre des décales blanches avec des fonds noirs pour justement ensuite pour enlever le fond noir avec l'opacité directement dans le matériel. Donc là, j'en ai que 3. On pourrait imaginer que j'en mette 10, 15, 20. Après, ça n'a pas grand chose d'en mettre plein non plus. Mais en gros, on pourrait imaginer qu'il y en ait plein, quoi, tu vois. Et du coup, in-game, qu'est-ce que ça donne? Déjà, là, on a le rifle. Donc le rifle, il faut savoir du coup qu'il tire très loin. Ça veut dire que là, si je me mets là, et que je tire droit devant, bon, je vais mal tirer, mais tac, tac. Voilà, ici, ça me fait plein de peinture. Ça me fait de la peinture ici qu'on voit et après elle s'enlève. Pourquoi elle s'enlève? Parce que dans le composant de décal, j'ai juste mis une timeline qui dure à peu près 3 secondes et qui en gros va réduire l'opacité de la décale au fur et à mesure, et une fois qu'elle a fini, elle le détruit. Comme ça, ça évite de surcharger un peu le serveur et votre ordinateur. Mais du coup, ce que la décale fait, c'est qu'en plus de se mettre sur un mur quand je le touche, elle peut aussi se mettre au sol. Voilà, ici. Donc le corps ne suit pas encore, mais faut imaginer globalement que voilà, que ça va suivre. Alors du coup, comment je fais pour savoir où est-ce que je dois mettre le décal? Tout simplement, bah, le rayon, il va taper quelque chose. Il va taper un mur, il va taper une boîte, il va taper un joueur. Et au moment où il va taper, je vais récupérer l'exacte position du point en fait, de contact, et je le fais spawn ici, tout simplement. Et pour éviter aussi les bugs de, bah, je sais pas, moi, la décale, elle spawn que comme ça, nanana, et elle se met pas bien au sol. Je dis ça parce que je l'ai eu et je sais plus trop comment faire. En fait, quand on regarde l'impact point que renvoie un line trace, il te renvoie aussi un impact normal. Alors là, du coup, l'impact normal, c'est juste globalement, imaginons qu'en fait on tape, bah, du coup là comme ça, la normale elle va aller par là, ici. Donc je pense qu'on peut se référer un peu à du produit scalaire, mais globalement par rapport à ce qu'on vient de toucher, la normale elle sera comme ça. Donc on sait que notre décale, on va pouvoir la faire spawn comme ça, plutôt face à la caméra, ça sera plus simple. Alors que si je touche le sol, en fait, je vais toucher le sol, et là, même si je le touche comme ça, par rapport au sol, la normale, elle est comme ça, ok? Et donc du coup, la décale, va falloir que je la rotate pour faire en sorte que la normale de ma décale soit au même endroit que la normale de la surface que je viens de toucher. Putain, c'est dur. Mais du coup aussi par rapport aux armes, vous avez vu que j'ai 2 armes en blueprint, c'est pas pour rien. Au début, je pensais faire un truc en mode on a qu'une seule arme dans la main et on doit en choper une par terre pour remplacer l'autre, ou un truc comme ça, où genre on doit la drop pour en choper une. Et je suis en mode c'est chiant en fait, il y a aucun jeu qui fait ça, et il y a peut-être une raison de pourquoi on fait pas ça. Simplement parce que bah c'est relou en fait. T'es là, tu veux récupérer une arme, faut que tu drops la tienne pour en récupérer une autre. C'est chiant, en plein match, c'est relou. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le personnage, pour l'instant je l'ai mis dans le personnage, j'avais pas d'autres idées comment faire, mais il faudra que je le fasse de manière un peu plus clean plus tard. Du coup, ce que j'ai fait dans mon personnage, c'est que mes weapons, du coup, on a une arme primaire, enfin une arme principale, une arme secondaire. Comme en gros dans la qualité des FPS, on peut créer des classes, j'ai fait mon arme principale, mon arme secondaire. Et là, vous voyez ici que du coup, mon arme principale, là, le BP Rifle, en fait, ici, il va prendre un pointeur du blueprint que j'ai fait. Donc là, c'est en C++, pour être tout à fait exact, je crois que c'est un T-subclass off. Donc c'est un pointeur de type ça. Donc c'est de type la classe weapon. Parce que oui, en plus des types de base, comme le int, le float, le string, ça, si on crée une classe, donc là c'est le cas de la classe weapon, on peut l'utiliser en tant que type, parce que du coup j'ai des objets de ce type là, j'ai des objets qui héritent de weapon, donc je peux l'utiliser en tant que type. Donc je peux faire ici mon T-subclass off et je récupère un objet de type weapon. Donc là en primaire j'ai mon rifle et en deuxième j'ai mon pistolet. Tout ça en fait ça me permet simplement de pouvoir changer d'arme pendant que je joue.
comme dans la qualité des jeux. Du coup, sur souris, on a la roulette. Et sur manette, du coup, pour l'instant, je les bind à Y sur Xbox et du coup triangle pour PlayStation. Je me suis basé un peu sur les contrôles de Call of Duty et je crois que Battlefield fonctionne comme ça aussi. Et du coup, in-game, ça nous donne ça. Donc là, je suis pour l'instant avec mon fusil. Et si je change d'arme, clac, je passe sur mon pistolet. Donc la caméra, elle est toujours dégueulasse, elle est toujours bordélique. Mais ici, du coup, là j'ai mon fusil qui tire à 50 mètres. Par exemple, tac, 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 si je me mets là, ici je peux toucher le mur qui est juste ici. Et si je change d'arme, là, je ne touche plus le mètre. Là, je ne touche plus le mur. Parce que le mur est trop loin. Parce que je ne tire qu'à 25 mètres. Là, par contre, je peux toucher, pas de problème. Parce que là, je suis à moins de 25 mètres. Et après, je suis trop loin. Et du coup, ça va me permettre, en fait, d'aller au prochain point. Les gars, les transitions sont folles ou quoi dans ce devlog. Je vais péter un plomb. Les animations du personnage. Je le dis en chuchotant parce que si le devlog sort que jeudi, c'est parce que tout le mercredi, une grosse partie de la journée, j'ai dû débugger les animations parce qu'en fait j'ai fait un truc que je connaissais pas et que j'ai appris sur le tas en fait. Alors là les gars, il va falloir s'accrocher un chouï parce que même moi j'ai eu du mal à comprendre quand je l'ai fait, mais c'est nettement mieux, En gros, la logique d'animation que je vous ai montré a un peu bougé, voire carrément bougé, parce que là où je vous avais montré mon anime blueprint, donc le blueprint qui gérait l'animation de mon personnage, en fait il ne gère plus rien. Il n'a plus aucune animation qu'il connaît. Enfin, il a les animations que j'ai pas basculées, mais globalement, les animations de mouvement, il ne les connaît plus. L'idée, en fait, c'est juste d'utiliser mon anime blueprint, ce que je vous ai montré la dernière fois, comme un cerveau, ok, comme une sorte de manager d'animation, et ensuite de créer des sous-anime blueprint, donc des anime blueprint aussi, mais qui eux vont récupérer la donnée. Pour faire ça, j'ai fait ce qu'on appelle une interface. Une interface, disons que c'est un pseudo contrat qu'une classe va devoir respecter. Donc si tu as des fonctions qui sont déclarées dans l'interface, il faut absolument que la classe qui implémente cette interface utilise ces fonctions, ou du moins les implémente. Du coup, en gros, l'anime blueprint cerveau, il implémente l'interface, mais juste il récupère les fonctions, il les remplit pas. Et les fonctions qui, elles, les autres anime blueprint, donc ceux qui contiennent la data, qui implémentent aussi l'interface, eux remplissent les fonctions. Je vais vous montrer, ça sera peut-être plus parlant. Donc souvenez-vous du blueprint. Avec ça, là, ça va pas bouger par contre. Ça, on est toujours là, on est toujours sur l'isolé de s'appuie, c'est nickel. Donc ici, j'ai toujours mon state, j'ai mon idle, mais mon idle, du coup, j'ai plus mon anime. Ici, je get idle pose. Pourquoi je get idle pose? Parce que c'est le rifle qui va le donner. Le rifle ou le pistol. En fonction de ce que j'ai dans la main, je modifie le layer que je vais lui donner. Et ça, du coup, je le fais là. Je le fais dans mon caractère. Ici, dans animation, on a un weapon anime. Donc là, j'ai mon enum. Ici, je sais que pour l'enum rifle, ici, j'ai un anime ABP Rifle 7. Donc c'est celui qu'on a là. Et pareil pour le pistol. Pour le pistol, j'ai ABP Pistol 7. L'idée de faire ça, c'est qu'en gros, toutes mes animations vont être ultra dynamiques. Ça veut dire que si demain je vais rajouter un couteau, j'ai juste à rajouter un layer d'animation pour mon couteau et mon personnage va s'animer tout seul quand je vais équiper mon couteau. Je vous promets que ça peut paraître con comme ça parce qu'il y a plein de jeux qui le font, mais c'est vraiment trop bien de pouvoir faire ce genre de truc et de pas avoir à le faire en dur. C'est tellement mieux. Genre. Et bref, globalement, là, imaginons que je vais récupérer l'animation de marche. Ici, je vais juste mettre un local space ref pose juste pour éviter d'avoir des bugs. Normalement, je crois que le local space ref pose, il est égal à rien. Mais par contre, mon ABP rifle, lui, il connaît les animations de marche qu'il faut quand j'ai un fusil dans la main. Je souligne quand j'ai un fusil dans la main. Parce que les animations de quand on a un fusil et quand on a un pistolet ne sont pas les mêmes. Et c'est là l'intérêt du truc. Donc quand j'ai un fusil dans la main, ici, du coup, j'ai gardé le même code, j'ai juste enlevé les caches d'anime parce qu'en fait, ça sert à rien. Et du coup, je vais pouvoir blend les animations en fonction de ma direction de ça. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Le seul truc, du coup, c'est que maintenant, c'est ça, donc ce layer, qui va dire à mon blueprint, donc au blueprint principal, tu dois animer de cette manière. Donc ça fait un petit changement au niveau des animations, mais ça reste quand même vachement plus digeste. Et c'est mieux en vrai, au lieu d'avoir un gros blueprint dégueulasse avec plein de trucs dedans, au moins on découpe en petits morceaux et ça va me permettre ensuite
d'aller récupérer des animes qui seront plus précises sur les pistolets, sur les rifles, si on met un état de couteau, si on met un sniper, si on met ci, si on met là. Au moins, je peux tout segmenter et au moins ce sera nickel chrome. Globalement, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qui a été ajouté. Je sais, sur le projet, j'avance hyper lentement, j'en ai bien conscience, mais plusieurs raisons à ça. Le mec, il va se justifier de presque pas bosser. En fait, c'est pas que je bosse pas, c'est que déjà, j'aime bien comprendre là ce que je fais, surtout en profondeur. Surtout qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai jamais fait, voire presque que des trucs que j'ai jamais fait. Et donc, du coup, je préfère prendre mon temps, histoire d'intégrer comme il faut toutes les notions que je vois, et comme ça, je pourrais le faire plus facilement à l'avenir. Aussi, petit truc, vu que je suis en pause avec l'école pour le moment, je profite de ce temps de pause pour chill un peu, les gars. Je chill un peu, je joue un peu, j'ai fini quelques jeux, là, je suis content. Et aussi, je passe du temps avec la famille. Et oui, la famille. Déjà qu'ils me voient pas beaucoup, même si là, ils me voient pas des masses, parce que je bosse aussi quand même pas mal sur le projet. J'essaie de passer un peu du temps avec ma famille, de créer des souvenirs. Parce que c'est important quand même, la famille. On n'est pas tout seul. Je suis pas tout seul face juste à mon IDE et ciao, bye, tu vois. Mais vous inquiétez pas, le projet, ça avance. Faut juste se dire que voilà, le projet va pas sortir dans 6 mois. C'est impossible, clairement. Si vous voulez avoir un truc quali, ça va sortir, si ça sort, dans des années. Voilà, c'est clean. En plus, je suis tout seul, les gars. Je suis seul, je sais pas faire de 3D, ça va être insane. Pompelo. Et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Deuxième des vlogs, il y a déjà quelques petits trucs qui se mettent en place, c'est cool, tu vois, c'est sympa. On commence à avoir une esquisse, je sais pas si ça se dit, mais de ce que ça peut donner. Et écoutez, voilà, on va continuer tranquillou. Normalement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain devlog. Peut-être qu'il sortira pas le mercredi non plus, parce que j'ai un truc à faire mercredi soir. Mais si on joue, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous l'affiche, je vous l'affiche là, sur l'écran. Bam, le nom sur Insta. Le code est toujours dispo sur GitHub et le lien sera dispo dans la description de YouTube. Voilà. Et aussi, si ça vous intéresse un peu le C++, que vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai dit parce que c'était pas très clair, ou juste que si vous avez envie de poursuivre là-dedans et que ça vous fait kiffer, je vous conseille, et je vous promets que c'est pas un placement de produit, je touche aucune thune, zéro. Après, si vous voulez, voilà, on peut s'arranger. Moi, ça me va, hein. Mais je vous mets aussi le lien du coup dans la description du W3 School. Les tutos et les leçons sont hyper bien faits. Le site est uniquement en anglais, je crois. Donc, si vous avez du mal avec l'anglais, c'est chaud. Mais par contre, c'est hyper cool. Donc, vous avez du C, du C++, du C Sharp. Si vous voulez faire du dev web, vous avez aussi de l'HTML, du CSS, du JavaScript. Vous avez plein de trucs pour commencer dans la programmation ou juste continuer un peu. Pour tout vous dire, moi, ça m'arrive encore d'aller sur le W3 School. Hein. Rien que là, pour faire cette vidéo, je suis repassé sur le W3 School pour revoir 2-3 trucs. Ah, sinon, c'était cuit, les gars. C'était mort. Je veux bien, on s'amuse, mais je suis pas une machine non plus, quoi. Bon, je vous dis merci en tout cas encore de suivre cette aventure. 3e vidéo, donc 2e vrai devlog. Encore une fois, tout est dispo dans la description. Je vous laisse kiffer un max les loulous. Et c'est terrible de dire ça, putain. Bref, à plus tard, à la semaine prochaine. Et voilà, des bisous et portez-vous bien. Salut. Oh là là, avec mes mains à l'aide.